va commencer avec Marie Mercabrin qui est juriste et Jean-Michel Denis qui est sociologue, qui vont nous faire chacun une présentation d'une vingtaine de minutes sur la notion de discrimination, ses apports et ses limites également, avec donc un point de vue plus de juriste et un autre de sociologue. Bon, je suis ravie d'être là. Alors je viens d'une optique un peu différente. Moi j'ai étudié la discrimination. Donc en fait je viens pas, même si bien sûr je suis au CLIN, mais que je fais des formations de syndicalistes, etc., je ne pars pas de l'optique syndicale, je pars de comment cette notion de discrimination a évolué, et je pense que ça permet d'avoir un regard neuf sur éventuellement les capacités d'action que donne la lutte contre les discriminations. Et on m'a demandé donc de réfléchir à la discrimination systémique. Et avec Emmanuel Boussard-Verrecchia, on avait comparé les discriminations syndicales, les discriminations fondées sur l'âge et les discriminations fondées sur le sexe, pour montrer des phénomènes comme le plafond de verre, qui est typique de la discrimination systémique. Autre chose qui va vous donner un autre élément, c'est qu'en fait, je fais pas mal de comparaisons avec les États-Unis, même si les États-Unis ne sont pas un exemple en matière donc de développement de la lutte syndicale. Il y a eu des traditions de lutte contre les discriminations, et donc je vais montrer comment la discrimination systémique a été abordée là-bas et quelles sont les capacités d'action de la limiter, parce que ça peut nous donner des éléments. Donc, petite introduction. Donc, la discrimination syndicale est quasiment, comme on l'a rappelé tout à l'heure, née avec le syndicalisme, née de cette opposition entre employeurs et salariés, inhérente à l'engagement syndical. On peut même dire que le risque de discrimination est de nature structurelle, c'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment lié à la nature même des rapports collectifs, alors que ce n'est pas le cas quand on réfléchit plus globalement à la discrimination. On pense pour les autres discriminations plus à l'indiscrimination individuelle. Donc, pourquoi? Parce que les différences de traitement sont générées par les tensions dans l'obtention d'un droit, par la négociation d'un accord, par l'impact d'une grève, par la représentation d'un salarié, que ce soit dans l'entreprise ou dans un procès prud'homal. Et curieusement, on voit que la réflexion sur la discrimination syndicale a suivi des méandres qui effectivement a permis une construction très intéressante, un contentieux très riche grâce à la discrimination syndicale dans les procès, mais en même temps peut-être a été en deçà de ce qui est possible de faire avec la notion de discrimination, parce qu'il y avait déjà d'autres outils d'entrave au syndicalisme, et puis plus globalement à cause de la culture syndicale, je pense, qui finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était presque être un bon syndicaliste que de faire l'objet de discrimination. Et donc en fait, je vais vous proposer quelque chose d'assez intéressant, c'est que je vais essayer de faire une thèse-antithèse, vous proposer l'idée de dire pour ou contre le développement de cette idée de discrimination systémique syndicale. Est-ce que finalement elle enrichit la réflexion sur la démocratie sociale? Je pense que c'est une vraie question. Est-ce qu'elle donne une dimension nouvelle à la stratégie syndicale, avec l'adoption des ordonnances, mais je ne le mentionnerai pas, mais dans ce contexte-là, et surtout l'adoption de l'action de groupe, puisqu'il y en a déjà une qui a été lancée, une action syndicale. Donc, avant qu'on commence, il faut quand même essayer de définir cette notion. Donc, en introduction, je vais essayer de la définir. Il peut y avoir une vision qualitative de cette discrimination syndicale et une vision quantitative. Alors, celle qui est qualitative, je la tire tout simplement du rapport Péco-Rivolier qui était qui était sur les discriminations collectives, qui a précédé l'adoption de l'action de groupe. La discrimination systémique, et je pourrais vous l'envoyer, ce texte, est une discrimination qui relève d'un système, c'est-à-dire d'un ordre établi provenant de pratiques, volontaires ou non, neutres en apparence, mais qui donne lieu à des écarts de rémunération ou d'évolution de carrière entre une catégorie de personnes et une autre. Cette discrimination systémique conjugue certains facteurs, les stéréotypes,
donc des préjugés contre les personnes, une ségrégation professionnelle dans la répartition des emplois entre catégories, une sous-évaluation de certains emplois, éventuellement aussi une recherche de la rentabilité économique à court terme. Au Canada, il faut savoir que la Cour suprême canadienne a reconnu la qualification juridique de la discrimination systémique, ce qui n'est pas le cas en France. Il faut bien savoir qu'avec l'action de groupe, pourtant il y a eu des personnes auditionnées qui ont essayé d'insister là-dessus, on aurait pu adopter une notion de discrimination systémique qui corresponde à l'action qui allait embrasser quelque chose de collectif. Au Canada, ils ont reconnu la discrimination systémique et le voient beaucoup moins comme un ordre, parce que cette idée d'ordre voudrait dire on le pense préétabli, ce qui n'est pas le cas, et plus en termes de dynamique. C'est une situation d'inégalité cumulative et dynamique résultant de l'interaction sur le marché du travail, de pratiques, de décisions, de comportements individuels ou institutionnels ayant des effets préjudiciables, voulus ou non, sur les membres du groupe visé. Donc là, ça serait des personnes qui sont membres d'un syndicat ou qui font du militantisme. Alors, par exemple, aux États-Unis, mais d'autres pays aussi, il y a une vision beaucoup plus quantitative de la discrimination systémique. Et je pense que dans l'idée de l'action de groupe, c'est comme ça que ça a été vu, que l'action collective, jusqu'à maintenant, les outils qui étaient utilisés par les syndicats étaient sur le comptage des personnes qui faisaient l'objet de discrimination. Et là, je vous donne la définition américaine de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, qui dit « La discrimination systémique implique une combinaison, une dynamique de comportements récurrents, de pratiques, de politiques d'entreprise ou de décisions qui touchent un groupe à travers lesquelles la discrimination dénoncée a un impact qui peut concerner, alors c'est là où c'est intéressant, un secteur professionnel, un métier, une entreprise ou une zone géographique. » Donc on voit bien que c'est l'étendue de la discrimination qui importe pour donner cette qualification et pas forcément la nature de la discrimination elle-même, c'est-à-dire la nature du manquement qui est visé. Donc l'action de groupe aurait pu donc aller dans ce sens, s'approprier une discrimination systémique, qu'elle soit qualitative ou quantitative. On verra ce que donnera effectivement la première action de groupe contre Safran. Si on veut simplifier, les définitions que j'ai données du point de vue qualitatif, ça serait de dire, finalement, la discrimination systémique, c'est celle qui est produite par une conjugaison des discriminations directes et indirectes. Alors vous savez, celles de directes sont ces différences de traitement fondées sur un critère. Les discriminations indirectes sont les pratiques et les critères neutres, apparemment neutres, qui produisent un désavantage par rapport à une certaine catégorie. Bien sûr, il y a une défense possible. Mais donc, que ça serait une conjugaison et que tout d'un coup, en fait, on s'intéresserait uniquement à l'effet discriminatoire. On ne sait pas très bien quel est l'auteur. On ne sait pas très bien quel est le cheminement entre l'auteur dans une chronologie ou dans différents endroits, par exemple dans un groupe, dans plusieurs filiales, mais on se rend compte qu'il y a des pratiques communes et le résultat surtout, il est discriminatoire. Donc il y a une focalisation sur le résultat qui peut être très intéressant en matière de discrimination systémique syndicale. Donc des pratiques récurrentes dans le temps qui perpétuent et créent des désavantages. Le plafond de verre, je pense, c'est vraiment l'exemple typique, c'est-à-dire la stagnation de carrière. Et ça, bien sûr, parce qu'on prend en compte de façon défavorable le libre exercice d'une activité syndicale ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise. Et bien sûr, donc, ça peut intervenir par rapport à n'importe quelle décision dans la répartition du travail, dans la formation professionnelle, dans l'avancement, la rémunération, l'octroi d'avantages, bon, bien sûr, et dans la rupture. Donc, ce risque de représailles est augmenté. On regarde donc les effets récurrents de la dimension individuelle de la discrimination syndicale et on regarde, et c'est ça le plus intéressant, les préjudices subis qui sont liés à ces effets discriminatoires. Alors, du point de vue indirect, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça serait l'effet indirect de l'organisation du travail. La gestion du personnel dans des règles apparemment neutres sur la gestion des absences, sur la prise en compte de la disponibilité,
sur l'influence de la présence dans l'évaluation professionnelle des personnes. Je pense que je verrai ça pour les discriminations syndicales. Alors, ce qui est intéressant, peut-être aussi, pour finir là-dessus, c'est que ça nous permet de nous échapper de l'intention discriminatoire. Quand on pense discrimination syndicale, forcément on va penser intention discriminatoire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a cette opposition intrinsèque des rapports sociaux qui fait que la discrimination, elle va être intentionnelle. Mais peu importe l'intention, c'est ça qui est le plus important. Elle est souvent là, même en cas de discrimination indirecte. Mais ce n'est pas celle-là qui va emporter la qualification de la discrimination syndicale systémique. Il suffit de voir les faits. L'intention est peut-être là. Elle passe par des truchements indirects. Peu importe, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir les faits. L'intention peut se cumuler. Et on voit, par exemple, dans l'arrêt sur la grève, vous savez, dans ce journal où, finalement, pour calculer le rattrapage après une grève, on avait considéré qu'il y avait un bouclage de journal, qu'il y avait une retenue qui était plus importante si le numéro avait été bouclé ou pas. Et là, c'était une discrimination indirecte fondée sur donc l'exercice du droit de grève. Donc on voit que la discrimination syndicale, elle peut être tout à fait liée à l'action collective. Elle est par nature institutionnelle, et ça, ce mot institutionnel nous rappelle institution représentative, et donc je pense qu'elle est tout à fait adaptée à la stratégie syndicale. Donc, rapidement, contre cette reconnaissance de la discrimination syndicale systémique, au regard de ce qui se passe à l'étranger, je pense que c'est important de le dire. Pourquoi ça serait intéressant de ne pas aller dans cette voie? Je pense que c'est toujours intéressant d'aller voir, surtout dans la dialectique juridique, d'aller voir quels seraient les arguments contre la recherche de la discrimination syndicale pour ensuite s'intéresser à pourquoi il faudrait stratégiquement s'engouffrer dans cette voie. Alors, 3 arguments pourraient militer contre le fait de ne pas embrasser la notion de discrimination syndicale systémique telle qu'elle est appréhendée aujourd'hui. La première, ce serait l'absence de reconnaissance légale, tout simplement, de cette discrimination dans la loi, dans la description du manquement qui permet de mobiliser l'action de groupe. Donc, ça va être un cheval de bataille juridique difficile à saisir. Pourquoi est-ce qu'on va s'engager là-dedans? On a une action, mais elle ne vise pas une discrimination systémique, on va le voir. Et donc, pourquoi on l'adopterait? La deuxième, ça serait la lutte se situe sur des revendications. La lutte syndicale se situe sur des revendications plus larges, pas seulement par rapport à un groupe, mais sur l'avancement ou le progrès, bien sûr. C'est pas à vous que je vais le dire. L'acquisition ou la préservation de droits sociaux, salaire, temps, avantage, et c'est ça qui fait le gros du combat syndical, et pas les revendications peut-être corporatrices. Ça pourrait donner une mauvaise image du syndicat qui finalement se battrait pour lui-même. L'idée, c'est de se protéger et effectivement de se défendre, mais est-ce que ça ne rend pas, est-ce que ça détourne pas de la vocation traditionnelle du syndicat? Et c'est intéressant de le dire. Troisième chose, les syndicats à l'étranger, même en France, ne sont pas, et ça, il faut parler de l'éléphant dans la pièce. Les syndicats ne sont pas vus forcément comme les défenseurs des discriminations, je parle des autres discriminations. Et donc, le fait de s'intéresser à la discrimination syndicale systémique pourrait être vu comme une façon d'ignorer les autres catégories de salariés qui feraient l'objet d'autres discriminations. Est-ce que ça n'aurait pas un effet contre-productif? Je pense qu'il faut mentionner les 3, parce que c'est important aujourd'hui. On sait que l'image syndicale doit être préservée. Donc, première chose, absence de reconnaissance légale de la discrimination systémique syndicale en France comme notion dans le droit. Écoutez, c'est clair que pour l'instant, la discrimination, c'est vu comme un processus linéaire, une faute, quand c'est direct, un préjudice, un lien de causalité entre la faute, même involontaire, et puis du point de vue indirect, donc un effet neutre mais un effet qui est lié à un désavantage, lié à une pratique apparemment neutre. Donc on est bien sur quelque chose d'assez linéaire. Or, l'article 62 de la loi de modernisation de la justice
Et pas du tout là-dessus. C'est une vision extrêmement restreinte, même si d'autres avaient dit que ça pouvait aller plus loin. L'article 62 dit lorsque plusieurs... L'action de groupe vise lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne et ont pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée. C'est très très restreint. Ça veut dire que lorsqu'il y a une conjugaison de facteurs qui fait que vous remarquez dans un établissement ou dans plusieurs filiales de groupes qu'il y a une pratique, oh là là, il y a donc cette difficulté effectivement de saisir une problématique de discrimination où on ne sait pas très bien ce qui a produit. Est-ce que c'est plusieurs auteurs ? Est-ce que donc c'est de façon subrepticement, on le voit dans différents établissements et c'est justement ces pratiques qui sont disparates qui font que l'entreprise dans son ensemble fait de la discrimination systémique, on ne pourra pas le voir. La lutte syndicale doit se situer sur des revendications plus larges et pas seulement du groupe. Ça, vous pouvez le comprendre, je ne vais pas revenir dessus. La procédure est lourde, on voit que l'action de groupe est lourde. Ce n'est pas la mission principale du syndicat. C'est la production des règles collectives, c'est l'action collective. Pourquoi aller sur le terrain judiciaire ? Aux États-Unis, c'est quand même intéressant de le dire, j'ai été allée rechercher discrimination syndicale, parce que j'ai vu discrimination systémique, on le voit beaucoup. On ne le trouve pas. La discrimination syndicale est vue comme une pratique déloyale de l'employeur. C'est pas vu, c'est un sous-thème la discrimination syndicale, donc ce n'est pas vu comme une priorité en soi en termes de discrimination, et c'est ça qui est intéressant, c'est vu plus comme une entrave, donc même dans d'autres pays, c'est pas vu forcément comme dans le droit commun de la discrimination. Enfin, est-ce que l'expérience à l'étranger montre qu'effectivement, si vous tapez discrimination syndicale systémique, eh bien, vous tombez sur la discrimination qui est faite par les syndicats. Donc là, donc ça, c'est gênant. Ça montre bien qu'il y a un souci, c'est comme ça qu'elle est vue. Et ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les syndicats doivent se saisir de cette question au niveau systémique, c'est de changer cette image, de profiter du fait que la discrimination syndicale peut être sollicitée et mobilisée par l'action de groupe pour changer l'image de cette lutte contre la discrimination. Alors, quelles sont les 4 raisons, et là je les mentionnerai seulement, qui militent pour la reconnaissance de la discrimination syndicale systémique au regard de sa mise en œuvre autre part. Elles seraient liées d'abord par le fait que c'est incontestable. La lutte contre la discrimination, elle est passée par le modèle syndical en France. C'est grâce au contentieux syndical qu'on a construit l'aménagement de la charge de la preuve, comprendre les discriminations avec le panel, la discrimination collective. C'est-à-dire que le modèle, et ce n'est pas le cas dans plein de pays, il vient de la discrimination syndicale. Et encore aujourd'hui, je viens de faire une grosse étude pour le ministère de la Justice. J'interroge les magistrats, je vais vous donner plein d'exemples de magistrats. Pour eux, c'est le modèle. Il me dit, au-delà de l'âge, au-delà du sexe, notre priorité, c'est de protéger les personnes qui sont engagées dans la lutte contre les discriminations. Même s'ils font partie des autres groupes. Ça veut dire qu'il y a une légitimité forte en matière de discrimination pour les syndicats. Et donc ça, c'est mon premier thème, c'est qu'il faut investir là-dedans, parce que le droit de la non-discrimination, comme le critère syndical fait partie des autres critères, en fait, c'est dans le droit commun de la discrimination, c'est pas séparé. Et ça doit passer par les syndicats. Et l'action de groupe le dit. Deuxième chose, c'est lié à l'impérieuse nécessité de contrecarrer l'effet boomerang de la protection syndicale. La protection syndicale, il faut se le dire, elle augmente le risque de discrimination. C'est comme pour la maternité pour les femmes. C'est-à-dire que malheureusement, quand on est protégé pendant une certaine période, ce qui suit, c'est justement un risque beaucoup plus élevé de faire l'objet de discrimination. Or, ce qui est formidable, c'est que grâce à l'aménagement de la charge de la preuve, la proximité d'une décision défavorable après cette protection, eh bien, elle permet, grâce donc à la lutte contre les discriminations, de continuer une forme de protection des personnes qui sont engagées dans l'action syndicale. Donc, il y a une articulation très importante entre le droit de la protection, donc les salariés protégés, cette période,
la période après, et la possibilité de comparaison, la différence de traitement qui suivrait une protection des personnes donc militantes. Troisième chose, la troisième chose, c'est lié à la possibilité donc, du syndicat de négocier. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que aujourd'hui on va vers un principe de majorité, l'accord majoritaire, c'est la voie future de la négociation collective, encore plus, et que donc en dehors de l'effet mécanique donc des protections syndicales qui peuvent engendrer des discriminations syndicales, et j'avais plein de choses à vous dire là-dessus, malheureusement, quand on négocie un accord, on risque de discriminer. Le donnant-donnant fait qu'on oubliera des gens. Or, ça veut dire qu'en dehors juste de la protection de la discrimination syndicale, il faut, le syndicat a un rôle pour tenir compte des autres groupes dans une discrimination qui peut couvrir aussi les membres du syndicat. Je vous donne un exemple, vous savez qu'il y a eu des arrêts sur le fait qu'on plafonnait les indemnités de licenciement pour les salariés qui étaient licenciés après inaptitude non professionnelle par rapport à ceux licenciés pour une inaptitude non professionnelle. Et on a dit que c'était une discrimination fondée sur l'état de santé. On peut se demander dans quelle mesure, si vous voulez, ça aurait pas pu être anticipé par les syndicats qui négociaient. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est un rôle de vigilance au niveau de la négociation collective pour préserver contre les discriminations systémiques. Dernier point, je pense que c'est l'occasion de... où est-ce que j'ai mis la dernière feuille de repenser la démocratie sociale. Je pense que c'est l'occasion de revoir l'idée, certains aspects de la culture syndicale et surtout prévenir contre le harcèlement discriminatoire. Un des facteurs de la discrimination systémique, c'est le harcèlement. Donc, si vous regardez toutes les études sur la discrimination, aux États-Unis, au Canada, etc., une des manières de créer de la discrimination systémique, c'est de créer un environnement hostile pour que les gens partent. C'est-à-dire que justement, c'est l'ensemble de l'environnement qui crée l'aliénation. Ça, c'est typique de la discrimination systémique. Ce qui veut dire que c'est absolument fondamental de réfléchir structurellement à comment repenser la discrimination, la démocratie sociale, en tenant compte dans le discours, et je vois des articles là-dessus dans d'autres pays, sur la façon dont on porte la liberté d'expression des syndicalistes. Dans certains pays, même aux États-Unis, ils repensent au niveau de la branche, ils disent que la discrimination syndicale systémique, c'est de se ressaisir de la branche pour réfléchir à la discrimination systémique et réfléchir à la démocratie sociale, donc pas à l'entreprise. Ils disent qu'il faut faire des campagnes contre la discrimination systémique et qu'il faut avoir une vision plus politique. Une vision plus politique de la discrimination, ça serait de lutter contre les discriminations systémiques, les discriminations institutionnelles, de ne pas penser que la discrimination est juste une question privée entre employeurs et salariés. C'est une question publique qui intéresse l'État parce que une saine démocratie sociale, c'est de lutter contre les discriminations systémiques. Voilà, écoutez, j'avais plein d'autres choses à vous raconter. Mais...